toutes et à tous. Bienvenue dans le cadre de ce forum des syndicats organisé par la Fédération autonome de la fonction publique territoriale. Je suis Jean-Michel Weiss, je suis premier vice-président de la Fédération autonome et je serai l'animateur de cette table ronde. Donc bienvenue à tous à Strasbourg dans le cadre de ces ETS. Nous allons donc lancer le petit speech qui va animer l'ensemble de cette table ronde. Le service public est au cœur de la tempête. Pour trouver des solutions, il faut placer l'humain au cœur de l'action par le dialogue social. L'humain est donc au centre de l'action. Les élus et cadres dirigeants doivent s'appuyer sur la connaissance des agents de terrain, écouter les représentants du personnel et miser sur la richesse du dialogue social pour donner du sens à leur action collective. Pour jouer juste, il faut jouer ensemble. Le service public est un orchestre où chaque musicien compte. Les élus écrivent la partition, ce sont les agents qui exécutent la mélodie. Sans harmonie, ce sont fausses notes et incompréhension. Seul un dialogue social constructif permet à chaque membre de s'exprimer, d'unir ses talents et de transformer la diversité des voix en une symphonie au service de la collectivité. Alors pour cette table ronde, j'ai l'honneur d'accueillir 5 invités. Françoise de Crancronier, vous êtes élue à Rosny-sur-Seine depuis 2001. Vous étiez maire de cette même commune de 2001 à 2013. On vous connaît également par votre casquette de présidente du comité national du FIPHFP depuis 2019. Vous siégez au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale depuis 2002. Vous avez également eu l'honneur d'installer le Conseil commun de la fonction publique depuis sa mise en place en 2012. Vous avez été députée des Yvelines pendant 4 ans, conseillère régionale d'Île-de-France pendant 8 ans, et enfin professionnellement, vous avez servi dans cette belle maison qu'est le CNFPT, puisque votre dernier poste, vous étiez chef de cabinet au siège à Paris, et vous avez donc côtoyé les hautes instances de cette belle maison qu'est le CNFPT. Nous accueillons également Marianne Moller. Marianne Moller, vous êtes directrice des ressources humaines mutualisées sur la ville de Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg. Vous êtes un produit 100% territorial. Vous avez commencé vos études au Canada, puis ensuite à Paris. Vous réussissez brillamment votre concours d'administrateur territorial et vous avez exercé plusieurs postes dans les ressources humaines, notamment au conseil départemental du Bas-Rhin, avant de rejoindre l'Eurométropole et la métropole de Strasbourg. Nous recevons également Frédéric Jouve. Frédéric, vous êtes administrateur territorial, vous êtes directeur général des services mutualisés sur la ville d'Arles et la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue, donc vous venez des Bouches-du-Rhône. Précédemment, vous étiez en poste à Alès et Alès Agglomération, où vous avez exercé plusieurs postes, notamment 12 ans en matière de ressources humaines. Christophe Di Grande, je vais y arriver, vous êtes le secrétaire général de la Fédération autonome au sein de la Communauté européenne d'Alsace, mais également vous exercez un poste à responsabilité au sein de cette administration, puisque vous êtes le responsable administratif, financier et de la logistique au sein de cette collectivité. Et au titre de la FAHPT, vous siégez dans les différentes instances de concertation au sein de votre collectivité. Enfin, le dernier, Pascal Deropa, vous êtes président fédéral de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, mais vous exercez également en qualité d'ingénieur. Vous êtes le responsable du service hygiène et sécurité au centre de gestion des Alpes-Maritimes. Et vous avez exercé plusieurs postes à responsabilité dans les communes du littoral sur la Côte d'Azur. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. La première question, elle est pour vous, Françoise de Crancronier. Alors que le gouvernement peine à faire adopter le projet de loi de finances, les parlementaires viennent de voter la suppression de milliers de postes dans la fonction publique. D'autres veulent imposer les 3 jours de carence pour les fonctionnaires. À l'heure du fonctionnaire bashing, qui repose sur des préjugés anciens et parfois étonnants, quel regard d'élu portez-vous ?
Oui, ben en effet, hein, c'est toujours très récurrent le fonctionnaire bashing avec à la fois la volonté de retirer certains, comme vous l'avez dit, hein, les jours de carence, enfin ajouter d'ailleurs les jours de carence, toujours trop d'effectifs de fonctionnaires, et puis il y a aussi toutes les blagues sur les fonctionnaires qu'on entend régulièrement et tout, et qui nuisent finalement à faire de la fonction publique une image hyper positive. Et alors, c'est quand même assez étonnant parce que ce fonctionnaire bashing est en complète contradiction avec le fait que nos concitoyens veulent plus de personnel dans les hôpitaux, plus de personnel dans les écoles, plus de personnel dans la police, enfin partout. Et finalement, ils ne perçoivent pas le lien direct entre ces personnels-là et la fonction publique. On a cette impression, en tout cas, et c'est quand même assez étonnant. Et puis, il y a quand même, en même temps, certains qui, par idéologie très libérale, souhaitent effectivement des réductions d'effectifs pour faire de la fonction publique territoriale, d'abord une fonction publique avec des effectifs très réduits, avec simplement les pouvoirs régaliens en quelque sorte. Et voilà, donc c'est toujours des sujets récurrents. Et en période de crise, et là en plus d'instabilité politique très forte, eh bien le sujet des fonctionnaires revient toujours. Et effectivement, la suppression de postes de fonctionnaires, c'est en même temps une option comptable budgétaire, parce que finalement on va réduire les coûts. Mais on ne réduit pas les coûts de cette façon-là. C'est avoir une vision à très court terme, puisqu'il y a à la fois le quantitatif et il y a vraiment besoin de plus de personnel à certains endroits. Et puis, il y a le côté qualitatif, quoi. On ne doit pas se séparer du quantitatif. Donc, voilà. Donc, c'est effectivement un peu complexe. Et il faut régulièrement sensibiliser nos concitoyens à l'idée que les fonctionnaires, c'est important parce que c'est le service public. Et ils demandent plus de services publics, mais moins de fonctionnaires. Donc, c'est un paradoxe quand même assez évident, quand même. Hier soir, sur un plateau télé, l'ancien président du MEDEF annonçait qu'il y avait 700 000 fonctionnaires en trop. Donc ça dénote quand même l'image que peut renvoyer un certain nombre de personnalités eu égard à ce qui porte sur le fonctionnariat et les missions de service public qui nous animent. Question pour Pascal Doropa, en qualité de président de la Fédération autonome. Vous êtes sur le même avis que l'élu à vos côtés ? Je dirais directement que aujourd'hui, les différents gouvernements respectifs ont cessé de prendre des fonctionnaires territoriaux, en l'occurrence pour des vaches à lait. Déjà. Ça, pour nous, déjà, c'est un manque total de respect. Et de plus, juste rappeler que c'est toujours justement sur nous qu'on fait des économies en priorité. Aujourd'hui, on refuse de payer justement cette politique d'austérité qui, quelque part, dans cette approche systématiquement et tout simplement, on stigmatise, je dirais, la fonction publique, je dirais en général. Mais au-delà de ça, nous, notre approche, c'est d'abord, d'une part, de respecter, nous devons respecter. D'autre part, d'avoir aussi, de pouvoir avoir, d'acter, je dirais, sur les actes et les moyens qu'on peut avoir à la hauteur de nos missions. Puisque là aussi, je rappelle que même si dans certains services et surtout dans certaines activités et des métiers, on a aussi des carences et de l'absence de moyens fait qu'aujourd'hui, on nous met en difficulté. Et je rappellerai tout simplement qu'au travers de ces missions, on nous parle aujourd'hui d'attractivité, on nous parle de proximité, qui était le cas d'ailleurs, juste un passage dans les années 2020, dans la période de la Covid. Aujourd'hui, et ça, où sont les applaudissements du soir qu'on pouvait retrouver pour nos collègues grippeurs et autres, et tout l'ensemble donc des corps qui étaient mobilisés, et qu'aujourd'hui, en fait, le fonctionnaire, je dirais pour nous, on n'est pas une variable d'ajustement, je dirais, à ce niveau-là. Ou alors, tout simplement, c'est quoi le message? Est-ce qu'on veut la fin de la fonction publique?
Effectivement, c'est quand même incroyable. On veut toujours plus de services publics, de meilleurs accueils dans les hôpitaux, mais on déplore le coût des fonctionnaires. À l'inverse, il est demandé plus de personnel dans les écoles, dans les administrations, dans la police, dans les hôpitaux, et c'est paradoxal, parce que la place du fonctionnaire, son implication, son engagement sont toujours mal perçus par un grand nombre de nos concitoyens et de nos détracteurs. Abordons aujourd'hui le sujet sur cette table ronde sur le dialogue social. C'est une obligation législative, une obligation réglementaire, certes, un mal nécessaire ou une réelle opportunité? Et si oui, pour qui, pourquoi? Cette question est pour vous, Frédéric Jouve. Voilà. Merci et bonjour à l'assistance. Le dialogue social aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord se rappeler qu'on a un héritage autour du paritarisme. C'est quand même une idée forte sur laquelle on a quand même 8 décennies derrière nous. Le paritarisme, c'est né des travaux, des réflexions du Conseil national de la résistance et avec des lois fondatrices dès 1946. Preuve que trouver le bon équilibre dans le dialogue social n'est pas si évident, c'est que beaucoup, à plusieurs reprises, le législateur, les associations d'élus se sont penchés sur cette question de savoir quels sont les outils qu'il faut mobiliser pour satisfaire ce dialogue social. Et c'est vrai qu'il y a eu quantité de textes, vous le rappeliez Jean-Michel, là-dessus, outre les textes fondateurs de 46, plus près de nous, les lois de décentralisation, le statut autour de Anicet-Le Pors, il y a eu au cours des 20 dernières années pas moins de 8 textes différents qui se sont succédés, donc en 2004, en 2007, en 2008, la loi sur la rénovation du dialogue social en 2010. Plus près de nous, on aura l'occasion d'y revenir, la loi de transformation de la fonction publique en août 2019. Donc, preuve qu'on tâtonne sur les bons outils. Aujourd'hui, on est donc héritier du paritarisme, une idée à laquelle, pour ma part, je souscris et je défends cette idée que le collège employeur peut se retrouver avec des représentants du personnel pour traiter de la gestion des ressources humaines et des grandes décisions. Donc ça doit être poursuivi. Actuellement, on a des CAP qui ont été un petit peu amoindris, on aura l'occasion d'y revenir. On a un comité social territorial, on a des formations spécialisées en matière d'hygiène et santé. Moi, je plaide à titre personnel, avec un recul d'une trentaine d'années dans les collectivités locales, peut-être pour aller au-delà de ces outils qu'il faut respecter, qu'il faut conforter certainement, mais je pense qu'on a aujourd'hui des outils nouveaux qui s'offrent à nous. Je pense notamment aux accords locaux qui sont possibles, aux possibilités de protocoles internes. Ça sous-entend que les organisations syndicales, en relation avec les cadres dirigeants de la collectivité et les élus, pourraient travailler sur des thématiques qui sont l'actualité de nos services, les questions, on y reviendra, de rémunération, pouvoir d'achat, de temps de travail, etc., qui mériteront d'être peut-être retravaillés. Donc voilà, donc en complément des instances paritaires, je dirais une porte ouverte à des négociations locales, des négociations collectives. Il y a désormais un cadre juridique qui le permet. Ce sont les ordonnances de février 2021 qui ont été intégrées dans le Code de la fonction publique pour peut-être dynamiser ce dialogue social. Donc j'entends ce que vous dites. Donc effectivement, il y a les CAP, il y a les CHSCT, il y a les commissions spécialisées. Pour autant, ce ne sont pas l'alpha et l'oméga du dialogue social. En tout cas, c'est les propos que je retiens de votre première intervention. Je vais passer la parole à Marianne Moller sur ce même sujet. Marianne, donc vous dirigez quand même une collectivité en matière de RH avec plus de 7000 titulaires, sauf erreur de ma part. Quel est votre avis sur ce sujet, sur le dialogue social, sur les instances paritaires et comment on peut construire un dialogue social constructif dans une grosse collectivité telle que la vôtre? Bonjour à tous et merci pour la proposition d'intervention ce matin. Effectivement, à Strasbourg, donc, on a une collectivité entièrement fusionnée depuis très longtemps, donc compétences de la ville et compétences de la métropole, avec donc quasiment 7000 agents permanents effectivement au sein de l'organisation et jusqu'à 10 000 payes les plus gros mois. Alors à Strasbourg, le dialogue social, je dirais, c'est du quotidien, avec des représentants du personnel qui sont très divers et qui ont une place institutionnelle et très historique dans l'organisation. Donc effectivement, comme l'ensemble des collègues et le paritarisme, ça a été très bien rappelé, il y a une longue histoire autour de ça, et donc évidemment, on s'inscrit aussi dans le cadre institutionnel et national qui existe. On reste attaché à Strasbourg aussi à la question du paritarisme, et il est important, et ça fait partie aussi d'un patrimoine local
formelle de poursuivre sur ces questions. On est en train de travailler sur le cadre post-2026, puisqu'on prépare aussi les élections professionnelles de l'année prochaine. Et évidemment, enfin, on souhaitera, et je pense que c'est partagé avec nos représentants du personnel, poursuivre dans la voie du paritarisme. Après, sur le regard peut-être plus opérationnel et technique, le dialogue social formel, je dirais, c'est celui des instances. On a un cadre qu'on partage qui nous permet aussi de sécuriser l'ensemble des collègues, l'ensemble des directions aussi, de la direction générale, sur le cadre du dialogue social qu'on se donne. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a un contrat, je dirais, avec l'ensemble des représentants du personnel. Et puis après, bien sûr, il y a aussi toutes les relations informelles qui nourrissent aussi le dialogue social, qui permettent d'entretenir aussi à la fois les rapports d'échange, parfois de confrontation, de négociation, de dialogue un peu vif, mais c'est le job aussi, et évidemment ça fait partie aussi du travail. Et moi je me vis vraiment comme en interface en fait au sein de la DRH, et c'est le cas des collègues, entre des partenaires sociaux qui ont une voix à porter, qui ont une représentation, qui permettent aussi de faire remonter énormément de signaux faibles, d'éléments de compréhension d'un contexte, et puis l'ensemble des collègues opérationnels, managers stratégiques, sur lequel évidemment le dialogue social est un enjeu important. Donc on est vraiment à cette interface-là, et on active à la fois le cadre formel du dialogue social, mais aussi, et c'est ce qui en donne toute l'épaisseur et toute la richesse, ce caractère aussi informel, quotidien, et sur lesquels on échange énormément. Merci. Je vois que Françoise, vous hochez la tête. Peut-être une intervention sur ce sujet. Oui, moi je suis complètement d'accord avec cette volonté d'interface, parce que bien sûr que les instances formelles sont indispensables, hein, c'est de par la loi et elles sont indispensables, mais je crois aussi beaucoup au dialogue informel qui est au quotidien et qui permet effectivement, même si des fois il peut y avoir des désaccords et de la confrontation, des désaccords naissent aussi un enrichissement qui permet de faire évoluer les uns et les autres, hein. Donc moi je suis complètement favorable à cette façon. Et puis je pense qu'à partir du moment où il y a du dialogue informel au quotidien sur toutes sortes de questions, parce qu'effectivement il y a la proximité avec les agents qu'ont les représentants syndicaux, et donc il y a une bonne connaissance et une information qui peut remonter pour justement améliorer les situations et notamment aussi tout ce qui touche aux conditions de travail au quotidien. Donc c'est effectivement un plus, et ça permet, je pense, s'il y a bien ce dialogue informel, eh bien de mieux que la participation au dialogue formel soit encore plus constructif, parce qu'il y a un apport, parce que finalement les managers aussi, je pense que c'est un appui à l'activité managériale, ce dialogue informel, et que ça permet encore davantage d'avancer et de construire. Alors le problème, c'est que dans notre pays, la culture du dialogue, elle n'est pas encore acquise complètement, la culture de la négociation, comme d'ailleurs la culture de la prévention, voilà. Et donc c'est effectivement beaucoup de sensibilisation, d'efforts à faire pour que ça puisse avoir lieu. Et donc voilà. Donc l'informel et le formel, à mon avis, c'est effectivement les deux faces qui permettent de mieux dialoguer et d'avoir un débat constructif, hein, parce que l'important, c'est effectivement d'abord les agents, mais à travers les agents, c'est après le service public. Et moi, je fais toujours la liaison entre effectivement le service public rendu par, notamment là, on est dans la territoriale, par les collectivités ou les établissements publics, et puis les conditions de travail des agents. Si les agents sont dans de bonnes conditions de travail et qu'il y a une atmosphère, un état d'esprit constructif et de confiance, au lieu que ce soit la défiance, parce que des fois, c'est ça, quand il n'y a pas la culture du dialogue, c'est la défiance, hein. On le voit, hein, par rapport à la démocratie sociale globalement au niveau national, les corps intermédiaires sont quand même pas forcément bien traités. On a aussi la démocratie politique qui, en ce moment, n'est pas en pleine forme non plus. Donc voilà, tout est à reconstruire. Il faudrait que ça se reconstruise de cette façon-là. Et c'est vrai qu'il faut... Et le dialogue, c'est quelque chose qui n'est pas abouti. C'est un processus, hein, qui doit se faire. Et à partir du moment où le processus est bien engagé, eh bien c'est bon pour l'état d'esprit de la collectivité et pour le service public, et donc pour les habitants aussi.
aussi, hein, qui sont aussi la finalité des missions de nos collectivités. Hein. Donc, voilà. Je voulais dire aussi par rapport au dialogue social, parce qu'au niveau national, le problème c'est que, parce qu'il y a effectivement au niveau local, mais il y a aussi au niveau national, il n'y a pas un équilibre véritablement non plus, et l'initiative appartient beaucoup plus, même s'il y a eu l'ordonnance de 2021, l'initiative appartient beaucoup plus finalement à l'État, et l'arbitrage appartient à l'État. On va le voir tout à l'heure dans d'autres sujets qu'on abordera, mais et ça c'est important à souligner aussi, donc, parce qu'il n'y a pas cette culture de dialogue. Pascal Deropa, un mot sur le dialogue social, tel que vous le vivez au sein de la Fédération autonome. En ce qui concerne, en ce qui nous concerne, dans notre positionnement, le souhait, et on l'affirme, c'est un dialogue social authentique. Authentique, organisé et fondé sur de la négociation. Indépendamment et au-delà, effectivement, des critères réglementaires. Vous avez parlé tout à l'heure de la qualité de vie au travail, qui n'est pas un mot grossier. Hein, le bien-être au travail, je dirais aujourd'hui, alors on a parlé, il y a d'autres actions qui sont menées dans les collectivités, comme la QVCT, hein, la qualité de vie au travail avec les groupes. Et à titre expérimental, moi nous le voyons, puisque bon, on a été informé un petit peu et formé nos représentants locaux sur les négociations, je dirais locales, à la création donc d'espaces de discussion de travail. Ces espaces qu'on appelle les EDT, qui sont toujours liés avec à la QVCT, qui permet effectivement d'aborder des sujets locaux, puisque chaque collectivité a ses propres problématiques, de faire du sur-mesure, mais aussi, et là on dit, de favoriser la communication, d'éviter la frustration, de connaître finalement sa feuille de route, puisque, et là je rappelle que quelle que soit la hiérarchie, on est tous des agents, et que on le sait, hein, moi pour faire des analyses et des diagnostics entre 2023 et 2024 sur les RPS, on sait aujourd'hui que le curseur des N+2, N+3, je dirais pour tout ce qui est la direction, les directions d'emploi fonctionnel ou les directeurs sont le curseur, je dirais, au maxi en termes de hiérarchie des risques, puisque c'est ceux qui sont les plus exposés. Et aussi d'un autre côté, alors certes ils ont une commande, mais à l'inverse, donc dans la retranscription auprès des N-1, là aussi, il y a forcément des répercussions, et le travail qui se fait avec, on l'a fait à titre expérimental dans les espaces de discussion de travail, sur des sujets, des thématiques, que ce soit là on a vu dernièrement sur le télétravail, sur la partie du compte épargne-temps, sur aussi tout ce qui est ASA, puisque ça aussi ça a été des discussions, et ça on en reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est sur les modalités et sur la conduite à tenir, et définir un cadre. Et ça, en fait, quand on est tous autour de la table et que sans aucune hiérarchie, et qu'il y a ce débat et cet échange avec les agents, puisque on est sur du bon sens, et cette proposition-là, quand on est au sein d'une collectivité, on s'aperçoit qu'on est quand même beaucoup plus efficace, et que justement, on est beaucoup plus partie prenante. Et là, en termes de motivation et effectivement de reconnaissance, effectivement, ça c'est un point important qui peine aujourd'hui, hein, soyons très clairs, hein, qui peine aujourd'hui encore à se développer, mais en tout cas, ce qui nous concerne, on est convaincus, puisqu'on a vu au niveau de la réussite, quand on arrive en CST, ou quand il y a effectivement des échanges ou des avis à donner, à l'unanimité, donc tous les projets, je dirais, donc effectivement aboutissent. Et ça, c'est important. On l'a bien vu dernièrement pour certaines collectivités au niveau du RICEP aussi, également. Donc voilà, c'est pour ça que la proximité a son importance avant toute chose. Alors certes, régime indemnitaire, certes, rémunération, on s'en doute, ce sont des enjeux importants pour les agents, mais quels sont les autres enjeux qui peuvent être abordés avec les partenaires sociaux? Cette question est pour vous, Frédéric. Merci. Effectivement, il y a quelques instants, on évoquait donc les outils du dialogue social qui reposent pour l'essentiel sur les instances paritaires. On a rappelé l'utilité d'avoir un dialogue informel sur plusieurs sujets. Et je dirais que là-dessus, c'est peut-être des fois un point un petit peu d'opposition entre les trois niveaux que constituent l'exécutif, les élus de la collectivité, les représentants du personnel et les cadres dirigeants que représentent les DRH et les DG de collectivité. On a parfois donc des petites oppositions sur les sujets prioritaires. Je comprends bien volontiers que le côté rémunération et pouvoir d'achat doit être un sujet central. En plus, je pense qu'il y a des études
objective qui montre que depuis 8 à 10 ans, le pouvoir d'achat des fonctionnaires territoriaux a un petit peu décroché. Donc on comprend que ce soit une priorité dans les éléments de discussion. Mais à titre personnel, j'ai parfois regretté que d'autres sujets ne soient pas pris en compte. Je rappelle, je me souviens d'avoir proposé dans ma collectivité un chantier aux représentants du personnel autour de la question de l'absentéisme, qui était un sujet ouvert. Il n'y avait pas de pré-réponse dans notre réflexion. Et on voit qu'il y a parfois des sujets donc au niveau de priorisation qui ne sont pas convergents. Et je me permets de rappeler ce matin que, outre ces éléments de rémunération, toutes les réflexions qu'on peut conduire avec les représentants du personnel sur le temps du travail, sur la gestion des effectifs, sur la formation, sur l'égalité femmes-hommes, sur les mobilités, le gros dossier de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des compétences, on a parfois, je ne dis pas que ce sont toutes les collectivités employeurs qui sont dans la même situation, mais je le dis à l'échelle de mon expérience personnelle, on n'a pas toujours cette réponse souhaitée sur les autres sujets qui constituent des grands sujets de dialogue social, me semble-t-il. Pascal Deropa, les autres enjeux pour les agents. Alors je tiens à rassurer tout le monde, là, le ministre a fait l'annonce gel du point d'indice pour 2026, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc on est au cœur de l'actualité. J'ai bien compris que ce n'était pas la priorité du gouvernement de faire plaisir aux fonctionnaires territoriaux. Je l'ai dit en préambule, savoir justement, tu viens de le dire Jean-Michel, et la vraie question c'est voilà, quid de la fonction publique, son devenir, hein, donc et on reviendra avec cette nébuleuse du 6 août 2019 aussi également, mais ça on en parlera tout à l'heure. La priorité, c'est donner du sens d'abord sur nos agents, donc bien sûr là, et ça c'est le positionnement et qu'on ne lâchera pas. Je sais que à l'unanimité sur l'intersyndicale que nous pouvons représenter systématiquement et chacun de nous, quand on intervient sur l'évolution de carrière, sur la reconnaissance effectivement professionnelle, mais aussi des actions menées sur le plan local. C'est l'accès à la formation également aussi, parce que certes aujourd'hui on a la partie réglementaire, mais l'accès à la formation, c'est quand on est essentiellement sur la professionnalisation ou l'accompagnement. L'accompagnement sur la mobilité interne quand on a un repositionnement, un reclassement d'un agent qui est malheureusement dans la pénibilité ou dans certaines activités, on sait que l'usure professionnelle, parce que ça aussi, hein, on a parlé de l'usure professionnelle, mais on a vu que quand on changeait de catégorie, l'usure disparaissait. Puisque même au niveau de nos retraites, sur certains classements, elles pouvaient disparaître. Hein, on l'a vu sur le cadre d'emploi des infirmières, en l'occurrence, ou d'autres. Malgré tout, cette usure professionnelle, je prends un exemple sur les ASEM qui, quand elles démarrent à 20 ans et à 40 ans, effectivement, dans le cadre des troubles musculo-squelettiques, elles sont vraiment usées. Eh bien, c'est de mettre en place, on a pu avoir, certaines collectivités, mettre en place un accompagnement à ces agents-là, avec un plan de formation pour les orienter dans le milieu interne sur d'autres métiers, sur d'autres missions. Et ça fait partie des actions pluriannuelles qu'on doit arriver à terme donc, à prendre en compte, puisque aujourd'hui, on parle d'absentéisme, mais l'absentéisme, aujourd'hui, dans l'analyse, on a bien vu que, au travers des différentes études, que essentiellement, elles soient soit par, effectivement, sur des TMS, soit par effectivement, le RPS, mais de manière générale, l'usure professionnelle a son impact. Et ce n'est pas que, effectivement, je dirais aujourd'hui, une complaisance, je dirais, d'un arrêt. Hein, parce que ça, il faut arrêter aussi de stigmatiser, je dirais, l'absentéisme en la matière. Tenons compte aussi toutes les maladies, effectivement, à lourd traitement, qui sont des maladies ordinaires, hein, quand on a un traitement chimio ou autre. Hein, je rappelle aussi également qu'on stigmatise aussi ce type de population. Donc je pense que là-dessus, il y a vraiment un vrai regard, je dirais, et l'enjeu au niveau de nos agents, c'est l'accompagnement, en toute chose, sur la professionnalisation, mais surtout de son bien-être et de sa santé. Et là aussi, on est accompagné par le gouvernement qui a mis en place les 10% de l'émission de notre traitement en cas de maladie. En tout cas, on peut remercier le gouvernement d'entendre la préoccupation des territoriaux. J'étais obligé de la glisser. La Cour des comptes, dans un rapport d'octobre 2024, chiffre le coût du dialogue social dans les 3 fonctions publiques à 874 millions d'euros. Pour les 3 fonctions publiques, ce chiffre, certes, peut sembler élevé, mais dans la réalité de terrain, quel est le regard que porte le DGS que vous êtes, Frédéric Jouve, sur le rôle des organisations syndicales au quotidien dans votre collectivité ? Merci d'évoquer ce rapport public. Tout le monde connaît la juridiction financière Cour des comptes qui a publié ce rapport avec
j'ai envie de dire, quand même un petit parti pris dans la mesure où le rapport est intitulé « Une réforme inaboutie du dialogue social dans la fonction publique ». La façon dont ont travaillé ces magistrats financiers est un peu particulière, puisque on a le sentiment que pour eux, c'est d'additionner et de constater le nombre d'instances paritaires sur les 3 versants qui fait la richesse ou pas du dialogue social. Et du coup, à ce petit jeu, Jean-Michel Weiss vient de le rappeler, ils arrivent à la conclusion que le coût du dialogue social serait de 874 millions d'euros, ce qui peut paraître un gros chiffre, mais qu'il faut remettre dans son contexte. Ce travail de la Cour des comptes concerne les 3 versants, donc quelque chose comme 5,6 millions d'agents publics aujourd'hui. Ce chiffre en question, 874 millions, si on le rapporte un petit peu à la masse salariale consacrée dans les 3 versants, c'est ni plus ni moins que 0,27% des dépenses de ressources humaines sur les 3 volets de la fonction publique. Donc ça reste un pourcentage que je qualifie de très faible, et j'ai envie de le comparer avec 2 types de politiques sociales que l'on connaît ou de ressources humaines qu'on connaît dans nos collectivités. C'est par exemple les budgets consacrés à la formation du personnel, qui ne peut pas tout à fait se comparer, parce que là on est sur une cotisation employeur, mais avec souvent des budgets complémentaires à la cotisation CNFPT, qui est à 0,9% de la masse salariale. Donc en réalité, la plupart des employeurs territoriaux consacrent 2,5-3% à l'effort de formation, des fois plus. Et j'ai envie aussi de le comparer à une autre mesure qui est le coût de l'aide sociale. Beaucoup d'employeurs territoriaux soit adhérents à une instance nationale, je pense au CNAS, ou on fait le choix d'avoir un opérateur de gestion sous forme d'association de gestion pour faire vivre les œuvres sociales. Et en général, ces mêmes employeurs territoriaux, quand ils font cet effort, consacrent souvent 1 point et demi de la masse salariale sur ces questions. Donc tout ça, si je fais ce parallèle, c'est pour constater que finalement, le rapport de la Cour des comptes, quand on arrive à 0,27 de la masse salariale, ça reste tout à fait acceptable. Autre chiffre, et je m'arrêterai là, ça représenterait quelque chose comme 154 € par agent public en France et par an, ce qui reste, vous le voyez, assez modeste. Voilà, après, moi, j'ai du mal à analyser pourquoi ce rapport public en octobre 24. C'est peut-être pour dire qu'il faut aller plus loin sur la recomposition des instances paritaires, très certainement. Mais moi, je donnerais juste un chiffre local de mon actuelle collectivité, Ville d'Arles. Aujourd'hui, cette commune de 52 000 habitants, 1250 agents, quand on fait l'addition de l'ensemble des charges d'activité de service, ça représente 3 équivalents temps plein. Donc j'ai envie de dire que pour faire vivre l'échange et le dialogue social, c'est quand même acceptable. Alors moi, je rajouterais que les représentants des collectivités, l'élu ici présent, mais également les DRH, ont la chance de bénéficier de représentants des personnels de toutes les organisations syndicales représentées certainement dans cette salle, parce qu'au-delà du chiffre, il faut parler de la qualité, et je pense qu'en France, la qualité des représentants sociaux, en tout cas de ceux qui siègent dans les instances paritaires, et notamment au niveau national, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des camarades, des collègues très engagés, peu importe la couleur de leur organisation syndicale. Alors Françoise de Concronier, vous avez été maire d'une commune, donc vous avez eu affaire à des partenaires sociaux, même si votre commune ne comptait que 100 agents, vous avez travaillé au quotidien, et quelquefois sans représentants, et quelquefois avec des représentants et des partenaires sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui. Avant, je voudrais indiquer, mais vous l'avez peut-être tous vu, il y a un article dans Le Monde d'hier sur la représentation des salariés menacés par la charge de travail très importante, et qui montre bien effectivement que depuis les ordonnances, les élus sont beaucoup moins nombreux et ont plus de responsabilités, et qu'il y a 14% de mandats en moins pour les représentants syndicaux. Donc ça alourdit effectivement la charge de travail, et ça effectivement affecte quand même pas mal le paysage de la représentation. Donc je voulais
signaler ça pour ceux qui n'avaient pas vu cet article, qui est assez intéressant et qui montre bien les choses. Alors oui, moi, en tant que maire d'une commune de 6 000 et qui a évolué vers 7 000 habitants par la suite, j'ai vu la différence entre effectivement avoir une représentation syndicale et pas de représentation syndicale, parce qu'effectivement, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de représentation, il y avait de la représentation syndicale. Après, il n'y en a plus eu parce que finalement, ça allait bien. Donc voilà, ça s'est éteint. Alors aussi parce que les représentants ont peut-être vaqué vers d'autres occupations, etc. aussi. Et puis, mais c'est complètement différent. Donc moi, j'ai été effectivement déçue quand il n'y a plus d'organisation syndicale. Enfin, il n'y en avait qu'une, hein, mais c'est quand même une représentation syndicale. Et finalement, même si il y a un travail qui est fait avec les agents et aussi individuellement, parce que c'est aussi une mission des organisations syndicales, il y a tout le travail collectif. Et moi, je préfère avoir en face de moi finalement le représentant d'une organisation syndicale qui parle à la fois collectivement pour l'ensemble des agents, plutôt que d'avoir et de recevoir dans mon bureau un défilé d'agents qui vont venir m'expliquer les choses, quoi. Ça se fait aussi, ça. Mais la parole de la représentation est tout autre quand même, et les échanges et les débats ne sont pas les mêmes, y compris sur la prise en compte collective de l'amélioration des conditions de travail. C'est pas simplement l'amélioration sur un poste. Il faut avoir une vision beaucoup plus large du fonctionnement dans la commune, et à partir du moment où on a cette vision beaucoup plus large, eh bien, on a effectivement une feuille de route qui permet à la fois de mieux élaborer le document unique, d'en faire le suivi, l'actualisation, et de s'en servir comme d'un outil. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de documents uniques qui restent de côté et qui ne sont pas utilisés comme un moyen d'amélioration. Alors que, et c'est pour ça aussi c'est parce qu'on n'a pas la culture de la prévention aussi. Alors bon, quand c'est dans le document unique, c'est pas simplement de la prévention, parce qu'il y a aussi tous les règlements de dysfonctionnement, etc., et des améliorations à apporter sur ce qui est du quotidien. Mais c'est aussi avoir la vision préventive de l'aménagement des postes, et la vision aussi qui permet d'avoir une écoute d'abord attentive des agents et de leurs préoccupations sur leur poste de travail et sur les conditions dans lesquelles ils ont envie de s'investir aussi. Voilà, donc voilà, et je pense que c'est gagnant-gagnant. Tout à l'heure, je parlais des échanges informels. C'est parce que c'est le quotidien. Ça veut dire que on n'attend pas forcément la réunion de l'instance pour avoir le travail avec les syndicats, mais il y a un problème, on le voit ensemble, quoi. Et je pense que si cette confiance s'établit de cette façon-là, et ou parce qu'on rencontre, parce qu'on circule quand même, et on va sur les différents sites de la collectivité, c'est les discussions qu'on peut avoir aussi et dont on peut s'apercevoir effectivement des difficultés de terrain, quoi. Donc voilà, donc je pense que ça peut faire peur, parce que la peur, c'est la confrontation. Mais la confrontation, elle aide en même temps à avoir cette intelligence collective qui fait qu'on avance. Et puis, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On passe à autre chose et puis après, on y revient. Voilà. Mais je pense que c'est ce travail-là qui est nécessaire et qui est indispensable pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Pascal de Repas, une intervention. C'est vrai que déjà, dans un premier temps, la sortie de ce rapport en 2024, tu as précisé effectivement 874 millions, hein, on a bien vu, mais aussi on a juste oublié qu'il fallait aussi supprimer 100 000 fonctionnaires. Hein, c'est vrai que dans l'intervention qu'on a pu faire, comme je l'avais dit d'ailleurs à la Cour des comptes, peut-être qu'on va supprimer la Cour des comptes déjà, comme ça au moins on aura déjà un peu moins de fonctionnaires. Et puis moi je vote pour. Pardon.
Voilà. Non, mais bon, ça c'est quand même aujourd'hui important. Et puis juste aussi que dans le rapport aussi, il n'a pas été intégré. Alors on parle de dépenses, hein, mais par contre le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat au niveau donc du gel du point d'indice. Juste à rappeler que de 2012 à aujourd'hui, on est à moins 13%. Moins 13%, sans compter effectivement, bien sûr, aujourd'hui, la compilation donc de nos grilles. Hein, c'est pas faute. Et là, je vois certains de mes collègues qui, voilà, donc c'est pas faute d'aujourd'hui de bien insister que effectivement ce toilettage s'impose en la matière. Donc ça, tout ça, je dirais aujourd'hui, dans l'approche plutôt sur le plan national, c'est voilà, où on veut en venir et à qui profite le crime. Sur le plan local, oui, je vous rejoins parce que c'est important. Les organisations syndicales sont avant toute chose avec les élus locaux et dans les négociations des partenaires. On n'est pas des opposants, au contraire, on est là sur du gagnant-gagnant. C'est important. Après, bien sûr qu'on a nos positionnements. Et puis, je rappelle qu'au-delà de l'organisation syndicale, on est des représentants des personnels. Donc, dans l'ensemble. Et c'est vrai que, chers collègues, très souvent, je me plais à dire qu'on est tous des agents et donc on est tous concernés. De toute manière, et quelles que soient les décisions qu'on pourra prendre, les délibérations, tout le monde en profitera et à juste titre. Et puis si on veut maintenir aussi, si on veut effectivement conserver aujourd'hui nos collègues à leur poste et se garder sur cette protection intellectuelle hein, que nous pouvons, ou cette expertise, parce que bon, on peut voir aujourd'hui sur les chiffres la mobilité, sans compter des démissions, puisqu'on en a de plus en plus dans la fonction publique, fait que bon, je pense que bon, aujourd'hui, très honnêtement, pour revenir à ce résultat de 2024, aujourd'hui, je pense que je sais pas où ils ont pris les chiffres, je ne sais pas comment ils ont analysé les choses. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que le partenariat et l'accompagnement et la représentativité et l'échange entre les CET et les OS ont leur importance et elle a tout démontré depuis ces dernières décennies en tout cas. Et la question du coût, on ne parle pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire, ok, ça a un coût, mais la question derrière, qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte au niveau national? Qu'est-ce que ça rapporte au niveau local dans les organisations? On le voit, vous le voyez si vous êtes dans les instances ou si vous travaillez sur ce sujet-là. L'intervention syndicale, à un moment donné, sur des projets locaux, provoque des avancées, provoque des améliorations, évite parfois des erreurs. Donc toute cette valeur ajoutée qui est effectivement liée à la représentation, au fait d'avoir une voix unique, d'avoir des gens qui ont une vision globale et qui permettent effectivement d'intervenir de façon intelligente généralement sur les dossiers, c'est aussi des vrais gains. Donc derrière, on ne les chiffre pas, ce qui est dommage aujourd'hui. Merci Christophe pour cette précision. On a parlé depuis le début de cette table ronde de la loi de transformation de la fonction publique, hein, la fameuse loi du 6 août 2019. Un grand nombre d'organisations syndicales s'étaient d'ailleurs mobilisées contre un certain nombre d'articles qui venaient un petit peu chambouler le rôle du dialogue social, mais également le rôle et les missions et les compétences des CAP qui se sont vus vidés de sens, en tout cas pour nous, organisations syndicales, et qu'aujourd'hui, les CAP ne traitent que les mesures individuelles défavorables aux fonctionnaires en supprimant donc tous les cas de saisie qui étaient avant relatifs aux avancements de grade, à la promotion interne, aux différentes formes de mobilité. Alors pour nous, organisations syndicales, c'est un vrai vide et on le voit aujourd'hui avec quelques années de recul. Moi, je siège dans CAP, au centre de gestion, et la plupart des CAP n'ont plus lieu, puisqu'on ne traite plus que les mesures défavorables, et heureusement elles ne sont pas fréquentes, mais on a considéré que, même si on pensait que tout ne se faisait pas en CAP, nous ne sommes pas dupes, notamment lorsque vous siégez dans une CAP départementale, et je salue tous ceux et celles qui ont travaillé au centre de gestion de l'Hérault, et je salue l'arrivée de mon camarade Garcia, qui a été très très longtemps en catégorie A. Donc voilà, sur ce sujet, sur l'impact de la suppression de CAP, Frédéric, quel est votre regard, votre expertise et votre analyse, parce que maintenant on a quelques années de recul sur ce sujet. Oui, je pense que dans un instant, Marianne Moller me complétera. Moi, pour répondre à cette question,
De cette récente loi de la transformation de la fonction publique, c'est vrai que cette loi a imposé quand même des coupures assez nettes, je le rappelle à tout le monde. C'est d'abord concernant les CAP, la suppression des questions de mutation, de mobilité, de détachement, et cela dès le 1er janvier 2020. Et un an plus tard, 1er janvier 2021, c'est la fin de la compétence de la CAP sur des questions comme les avancements de grade ou de la promotion interne. Donc c'est vrai que c'est une coupure sur une instance représentative et partenariale importante. Néanmoins, moi je nuancerai, pour avoir connu le fonctionnement interne des CAP dans leurs anciennes formules, on avait aussi parfois des représentants du personnel qui nous disaient ce n'est qu'une chambre d'enregistrement. Et c'est vrai qu'en tant que technicien, on est obligé de dire que l'ancienne formule des CAP, ça ressemblait aussi à cela. Alors aujourd'hui, il y a sûrement des points d'amélioration, puisque maintenant on fait avec les outils existants, et notamment avec l'introduction prévue dans cette loi des lignes directrices de gestion. Là aussi, on a démarré la table ronde en évoquant la nécessité de négociations informelles, d'échanges informels. C'est là-dessus qu'il faut le compenser, puisqu'il ne faut pas que les lignes directrices de gestion se traduisent par la publication d'un arrêté sec de l'employeur. Il y a toute une série de mesures d'accompagnement possibles. Alors, je ne veux pas être plus long, mais pour répondre à cette question, moi j'ai relu tout récemment une note et un rapport d'une association d'élus qui est Intercommunalité de France, donc un employeur spécifique aux EPCI. Et c'est vrai que quand on lit cette analyse, on voit qu'il y a quand même beaucoup de limites qui sont portées sur le nouveau schéma des CAP et de la loi transformation fonction publique. On a des élus qui visiblement ne se retrouvent plus, avec une absence de communication, le rôle des représentants du personnel qui n'est plus celui-ci. On a des remarques plus sévères remontant des représentants du personnel. Et donc, force est de constater que cette loi, transformation fonction publique, je pense quand même affaiblit une forme de dialogue social. Moi, je conclurai sur ce point en disant que les lignes directrices de gestion sont peut-être une capacité d'autonomie pour les acteurs locaux, des collectivités, représentants du personnel, cadres de collectivités et élus, de se saisir d'outils complémentaires pour peut-être compenser ce déficit. Avant de passer la parole à Marianne Moller, j'aimerais vous entendre, Françoise, vous êtes membre du Conseil Sup, donc ce texte-là a fait parler. Oui, les employeurs territoriaux n'avaient jamais demandé effectivement la réforme du dialogue social tel qu'il a été adopté dans la loi et présenté par le gouvernement à l'époque. Donc c'était vraiment pas une demande, même si c'était imparfait, les élus territoriaux se satisfaisaient tant bien que mal de ce qui existait, mais jamais il y a eu cette demande des employeurs territoriaux. Donc il faut bien préciser les choses. Certains dans la salle, bien sûr, le savent, mais il n'y avait pas cette demande donc, de transformation du dialogue social de cette façon, par la fusion, effectivement, donc la réduction des thématiques intégrées, quoi. Voilà. Pascal Deropa. Après, on laissera la parole à Marianne, parce qu'elle a des choses très intéressantes à nous dire, et ça fera ensuite une transition avec le sujet suivant. Que dire de la loi du 6 août 2019 ? Moi, je dirais simplement qu'elle n'amène rien de positif. Elle ne nous a rien amené de positif. Elle a vidé de son contenu, on l'a dit, vous l'avez évoqué, que ce soit dans les CAP, d'une part, puisque bon, on avait ou des promotions internes, puisque moi-même faisant partie d'un centre de gestion, on avait effectivement notre propre commission, je dirais, d'accompagnement, je dirais, sur le plan départemental. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle se déroule, elle s'organise et les études est directement sous la gouvernance du président. Donc là aussi, on n'a plus de sujet, on n'a plus de moment de discussion, même si de notre côté, là, je ferai exception de mon département où on a mis en place des commissions restreintes pour pouvoir effectivement encore continuer à garder le rythme. Mais je vais encore plus loin. On a aussi des dégâts collatéraux. Je veux dire, bon, on a la disparition du CHS, des collectivités de moins de 50. Il ne faut quand même pas oublier. Alors, on a créé une formation spécialisée à partir de 200 agents, donc là oui, ok, mais combien on a de collectivités de moins aujourd'hui de 200 agents? Et on rappelle, pour moi personnellement, il y a 30 ans, j'étais déjà élu d'un CTP, et où on parlait de temps en temps, quand on en avait un peu le temps dans l'ordre du jour, de parler de l'hygiène et sécurité. Là, aujourd'hui, eh bien, en fait, on a fait 30 ans en arrière, et puis si on a le temps à l'ordre du jour, on parlera de santé et sécurité au travail.
Hein, il y a quand même des obligations du décret 85-603, je rappelle, document unique, évaluation des risques et tout ce qu'il peut y avoir, médecine préventive et action du milieu professionnel. Et puis aujourd'hui, en fait, ça c'est passé, je dirais aujourd'hui, ça passe à la trappe parce qu'on ne se donne pas le temps, on ne se pose pas, ainsi voilà. Et après, d'un autre côté, par rapport à cela, juste que, alors, bien sûr, au niveau des SAP, bon, personnellement, je suis aussi élu SAP, j'ai eu la chance de, enfin, c'est le cas de le dire, de ne pas siéger depuis 2022, parce que bon, on n'a pas de contentieux, on n'a pas eu d'accompagnement, je dirais, à ce niveau-là, donc bon, on peut se dire encore que le baromètre est peut-être un peu positif. Ceci dit, moi, ce que je vais retenir sur cette loi, c'est que ça a ouvert aussi un peu la boîte à Pandore. Je veux juste rappeler quand même au passage, depuis 2019, et les chiffres que nous avons dernièrement, hein, qui sont communiqués, aujourd'hui, en termes, ça a ouvert la possibilité aux contractuels. Attention, qu'on soit clair, le contractuel, on en a besoin dans des compétences, comme cela a été noblement inscrit et écrit dans la loi au départ, sur des compétences, sur les chargés de mission, sur effectivement, d'aller chercher un savoir qu'on n'a pas forcément en collectivité, sauf que dans son utilisation, aujourd'hui, on a plus de 27% de contractuels. 27%. C'est plus d'un quart. Et bien sûr, forcément, je sais que la plupart d'entre nous, moi quand j'ai été auditionné par l'IJS pour la commission, enfin le suivi au niveau de le devenir de la CNRACL, on m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit simplement, en fait, je me suis adressé aux personnes qui m'ont posé la question, vous êtes tout simplement les fossoyeurs de la CNRACL. Parce que si aujourd'hui, je vous rappelle juste au passage que les 27% en l'occurrence, ils ne cotisent pas pour la CNRACL aujourd'hui. Et ça met en péril notre régime en l'occurrence. Et la vraie réflexion, je dirais, par rapport à cela, quand on voit aussi sur les 27%, moi on a fait une analyse et dans l'approche, on a gelé le point d'indice. On dit qu'aujourd'hui, il faut être l'attractivité pour les statutaires. Je pense que ça, c'est mettre au rebut. Par contre, le contractuel, au même poste, dans les mêmes services, on est parfois sur des coefs de 2,5 au niveau de la base salariale. Il ne faut pas l'oublier. 2,5. Quand j'ai un agent qui, aujourd'hui, a 2500 € travaille dans le même bureau avec un agent qui a 8000 €. Voilà. Ça, c'est juste une réalité, c'est un constat. Donc aujourd'hui, je me dis que simplement, autant peut-être sur les bienfaits initialement, mais là aujourd'hui, très honnêtement, pour moi, en fait, c'est aujourd'hui cette loi est aujourd'hui l'anéantissement, je dirais, total de notre fonctionnement en général. Voilà. Je suis désolé, je ne suis pas positif, mais bon, je me suis adapté au temps. Merci, Marianne Moller. Bon, alors c'est là où je crains que nous rentrions dans la phase frottement de la table ronde. Alors un regard qui se veut évidemment uniquement opérationnel, local et qui n'a pas, enfin voilà, je ne remets évidemment en rien en cause les différents avis qui ont été exprimés, mais moi j'avoue que j'en ai un petit peu différent quand même sur la pratique en fait qu'a introduit la loi de TFP. Deux choses. Pour moi, ça contribue plutôt d'un repositionnement du dialogue social et ça repositionne le dialogue social sur des enjeux stratégiques de politique RH, au sens quasiment politique publique RH qu'on souhaite mener dans l'organisation. Et ça fait écho à une actualité toute récente, parce qu'à Strasbourg, on vient de retravailler aussi sur la question des contractuels. La question de comment est-ce qu'on fait rentrer les contractuels dans l'organisation, la question de comment on les fait progresser dans l'organisation et la question de la place qu'on leur donne. Alors à Strasbourg, nous, on est plutôt autour de 17% que de 27% des effectifs. Ça dit aussi quelque chose de l'organisation, évidemment, mais n'empêche que c'est des questions qui traversent en fait évidemment toutes les organisations, tous les employeurs. Et c'est une vraie question en fait. Les opportunités qu'a ouvert la loi TFP en matière d'emploi contractuel questionnent la durabilité du statut et la pérennité du statut, c'est vrai. D'un autre côté, il y a aussi une réalité qui est que quand sur des postes, il n'y a plus aucun titulaire qui se présente, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on recrute un contractuel ou est-ce qu'on republie jusqu'à ce qu'on trouve un titulaire et donc on assume aussi une vacance de poste qui peut durer très 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 longtemps. Je suis par exemple actuellement en recherche désespérée d'un médecin du travail, même plus que un. Si j'attends le recrutement titulaire d'un médecin du travail, je peux quand même attendre un certain nombre d'années en fait. Donc il y a quand même aussi cette question-là de façon tout à fait pratico-pratique qui se pose. Bon, moi, alors sur la question de la diminution des compétences de la CAP, c'est un fait. Enfin, je veux dire, de fait, c'est une réalité qui est passée depuis 2020. Moi, ce que je note, c'est deux choses. La première, c'est comme dit ça a quand même beaucoup repositionné le dialogue social autour des enjeux emploi, GPEC, plan de formation, ligne directrice de gestion. Et ça, ce sont des sujets
absolument stratégiques qui fondent totalement la politique RH d'un mandat et sur lesquels, là, on a un vrai dialogue, un vrai débat. Et les évolutions de la politique de GPEC aujourd'hui, les moyens qu'on se donne, la stratégie GPEC qu'on met en place, les outils qu'on déploie, ça, ce sont des sujets qui, aujourd'hui, relèvent du dialogue social et qui, peut-être, il y a 10 ans, auraient été passés à côté ou simplement sous une vision un peu techno du truc et finalement qu'on n'aurait pas porté dans le dialogue social. Et aujourd'hui, ça fait pleinement partie des sujets sur lesquels on échange. Et ça, je pense que c'est, enfin, en tout cas, vu de ma fenêtre de DRH, encore une fois, c'est très très important. Sur la question des CAP avancement promo, alors oui, c'est vrai, il n'y a plus ce passage en CAP de l'ensemble des avancements et des promotions. Néanmoins, à Strasbourg, et j'imagine que c'est le cas quand même de la majorité des employeurs, peut-être les plus gros au moins, il y a eu un cadre de substitution, il y a autre chose qui a été mis en place. Et aujourd'hui, on a veillé, et je crois que c'est aussi notre responsabilité, à garantir une information tout à fait correcte à tous les moments de la campagne de promotion, des organisations syndicales, des représentants du personnel, pour qu'il y ait transparence. Alors ça ne passe plus par le prisme de la CAP, mais il y a quand même un partage au moment clé, il y a des temps d'échange qui sont proposés, et donc on peut évidemment continuer à débattre des enjeux autour de la CAP avancement promo, même si évidemment ça ne passe plus formellement en instance. Et puis enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que la CAP, pour moi, elle est malgré tout recentrée sur les situations les plus complexes. Et c'est peut-être là aussi où ça a le plus d'intérêt, finalement, c'est de se dire, et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas toujours d'accord, et quand c'est complexe, on est peut-être encore moins d'accord, ou c'est moins facile. L'objectif, c'est de trouver un chemin commun. Et c'est là, je crois que la CAP, repositionnée sur ce type aussi de problématiques, il y a moins des décisions favorables courantes qui sont portées auprès des agents, c'est vrai, ça n'existe plus. Néanmoins, sur les vrais sujets difficiles, c'est peut-être là que le dialogue est plus riche et qu'on trouve un chemin néanmoins. Donc voilà, peut-être encore une fois, ceci n'est qu'un regard opérationnel et tout à fait preneuse aussi des différentes avis sur ces questions qui sont des sujets complexes. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça repositionne le dialogue social et que ça va dans le sens de la professionnalisation de l'ensemble des acteurs et aussi d'une meilleure prise en compte du collectif. Et ça, je pense que comme sur les sujets QVCT que vous évoquiez tout à l'heure, je crois que sur ces sujets emploi, GPEC, prospective, je pense que c'est très important aussi de donner la place au collectif. Je vous ai senti très enthousiaste sur les lignes directrices de gestion. Je ne suis pas sûr que dans les 36 000 communes et EPCI, ce soit la même entrain, la même approche. Et je vois que Christophe acquiesce. Donc je ne suis pas sûr qu'au fin fond de l'Ariège, on ait le même enthousiasme sur les LDG dans les petites et moyennes communes. Et je vois que la salle est assez de mon accord. Mais néanmoins, j'entends et on citera qu'à Strasbourg, il y a un retour d'expérience plutôt intéressant parce que ma collègue qui siège avec vous, représentant de la FA, semble dire que quand même les LDG à Strasbourg, ça a du sens. Donc on doit repartir chez moi, au bord de la Méditerranée, en disant il y a un endroit où ça marche, on va peut-être s'inspirer de ce qui fonctionne à Strasbourg. Il n'y a pas que le marché de Noël, j'ai bien compris, il y a aussi les LDG. Bien sûr. Alors déjà, merci à la collègue d'avoir conforté les propos. Moi, sincèrement, j'y crois. C'est-à-dire que c'est ça les enjeux RH de demain. C'est quoi, encore une fois, la place contractuelle titulaire? C'est quoi les enjeux de GPEC? Où est-ce qu'on a besoin demain de mettre nos moyens RH? Mais en fait, c'est quand même ça la vraie question. Où sont les métiers vraiment en tension? Où sont les en local, je veux dire, il n'y a pas. Moi, le bilan annuel du CNFPT est très intéressant, mais à Strasbourg, ma réalité de terrain, elle n'est pas tout à fait la même quand même. Donc, il y a des enjeux d'accompagnement de certains métiers, il y a des besoins, il y a une feuille de route politique, il y a des orientations stratégiques qui sont données en lien avec le projet d'administration, etc., etc. Et tout ça, c'est ça ma feuille de route. Donc en fait, pour moi, les LDG, alors ça ne reste qu'un cadre, évidemment, c'est un cadre pluriannuel, évidemment, mais c'est quand même la feuille de route partagée qu'on se donne en matière stratégique RH. Et ça, me semble-t-il, c'est quand même indispensable. Alors peut-être qu'on a eu de la chance, peut-être que ça s'est bien passé, etc. On va les remettre sur la table l'année prochaine. Mais c'est extrêmement important. Et je crois que cette feuille de route, le fait de la partager, le fait d'en être comptable aussi auprès des représentants du personnel et de l'ensemble de la collectivité, moi, sincèrement, je pense que c'est quand même un levier. Et c'est quelque chose qui nous permet après de progresser, d'avancer, même dans des contextes budgétaires contraints, même dans des contextes où on n'arrive pas à tout faire. Il y a des projets qu'on aurait aimé avancer davantage, sur lesquels on a rencontré des embûches, etc. Mais on partage un cap. Et ça, je crois que partager ce cap, c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, ça remet ces enjeux-là au cœur du dialogue social et il me semble que c'est essentiel. Tout à l'heure, je crois que c'est vous, Frédéric Jouve, qui avez parlé
d'un certain nombre de nouveaux dispositifs, notamment sur les accords locaux. Et je crois que Marianne vous prendra la parole tout à l'heure, parce que sur Strasbourg, cette fois-ci encore, et notamment dans le cadre de la protection sociale, d'ailleurs, au moment où on débat, le Parlement est en train de travailler, et on espère en tout cas que la fumée blanche va sortir. Donc Frédéric Jouve, les accords locaux, quelques mots. Alors, sur les accords locaux et peut-être le rapport social unique, me semble-t-il, sur les accords locaux, en tout cas, ce sont des textes aujourd'hui possibles depuis 2021. Les employeurs territoriaux ne se sont pas rués néanmoins sur ces perspectives-là. Il y avait un bilan à la fin de l'année 2023, et j'en ai pas de plus récent, mais sur l'ensemble des collectivités, il y aurait eu moins de 200 accords locaux de signés. Donc, c'est pas si évident. Un outil qui, à mon avis, permet ce dialogue social, c'est le rapport social unique, lui. Moi, j'ai envie, bien sûr, de défendre cet outil qui est ancien, puisqu'on a tous connu par le passé l'existence de bilans sociaux, on a connu des rapports sur l'état de la collectivité. L'intérêt que je vois à ces supports, aujourd'hui au rapport social unique, c'est que c'est un document de partage d'informations, et surtout qui a l'obligation d'être publié. Et ça, c'est toujours important lorsqu'une collectivité employeur, outre d'inscrire ça au débat du CST, se doit d'assurer sa promotion et sa publication. Donc là, sur le rapport social unique, moi j'ai envie de penser que pour les 3 niveaux d'acteurs, les élus, les représentants du personnel et les cadres de collectivité, on a quelque chose qu'il faut vraiment se saisir. Ça a permis de mesurer l'évolution de la collectivité sur différents paramètres. Ça a permis aussi de se comparer, puisqu'on a des données globales très précises, on a des choses sur les risques psychosociaux, sur l'absentéisme et l'égalité femmes-hommes. Et puis surtout, je ne vais peut-être pas en donner lecture exhaustive, mais un rapport social unique aujourd'hui, quelle que soit la taille de la collectivité, c'est pas moins de 14 paramètres qui doivent faire l'objet d'informations. Donc je vais donner peut-être les plus importantes. La GPEC qui vient d'être évoquée, les questions de recrutement, de formation, les éléments de rémunération, les questions de santé et sécurité au travail, l'égalité professionnelle femmes-hommes, la question du handicap en milieu professionnel, les conditions de travail. Donc, pour avoir vécu le suivi de ces instances paritaires, là aussi, depuis presque 30 ans, avec ces anciennes dénominations, bilan social, rapport sur l'état de la collectivité, je pense qu'aujourd'hui, ce RSU, rapport social unique rafraîchi, peut constituer un bel outil de dialogue social. Il faut se l'approprier, il faut venir aux réunions, mais je pense qu'on a un outil qui doit peut-être nous aider dans cette réflexion partagée. Merci, on reviendra sur le RSI tout à l'heure. Marianne Moller, sur les accords collectifs locaux. Frédéric disait qu'il y en avait moins de 200. Un petit retour d'expérience sur Strasbourg. Alors, c'est une expérience en cours, work in progress, comme on dit à Strasbourg, puisque donc là, dans le cadre de la négociation de nos futurs contrats de PSC, et au regard donc des évolutions législatives peut-être imminente. En tout cas, donc on a démarré une démarche de travail collectif avec les organisations syndicales en vue de négocier un accord. C'est le premier sujet sur lequel on se lance, si on exclut la question du protocole des droits syndicaux après les élections. Mais c'est le premier sujet de politique RH sur lequel on se lance dans ce format-là. C'est vrai que ça nous fait travailler de façon très très différente de d'habitude, avec un énorme enjeu en fait de montée en compétences collectives, tant côté de l'administration que du côté des partenaires sociaux, sur les enjeux de la PSC dans un contexte réglementaire extrêmement évolutif et pour lequel il faut aussi prendre en compte évidemment toutes les caractéristiques locales de la collectivité. Donc c'est un énorme sujet, c'est aussi des sujets d'une très très grande technicité, donc sur lesquels il y a vraiment aussi un enjeu à entrer dans le dispositif, avec vraiment des échanges au fond finalement sur les paramètres, les modalités qu'on veut retenir, les priorités que la collectivité souhaite se donner, et on essaye effectivement de construire ensemble un chemin là aussi. Alors voilà, il y a des sujets, les discussions sont engagées, on a fait une partie du chemin, il reste encore des gros sujets devant nous de discussion. Je ne sais pas si on aboutira, mais en tout cas on aura essayé et c'est un très bel effort en termes de méthode, et ça permet quand même de travailler de façon très différente avec les organisations syndicales. Maintenant, rendez-vous dans 6 mois sur l'aboutissement du travail.
Pascal de Ropa, c'est un sujet que vous maîtrisez également. Alors, un retour gagnant-gagnant pour les agents ou pas? Oui, dans la mesure où, enfin, gagnant-gagnant, oui, bien sûr, parce que c'est l'objectif et dans la négociation, donc dans l'approche qu'on peut avoir aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc quand on est sur une négociation, je dirais, et un dialogue social solide et constructif, je dirais là, c'est important. Et le but, effectivement, aujourd'hui, c'est de privilégier effectivement à la fois, donc quand on parle de gagnant-gagnant, c'est à la fois, bien sûr, d'abord pour nous, on va regarder côté OS sur l'intérêt de nos agents, bien sûr, mais également aussi la faisabilité donc des projets et de l'accompagnement. Vous avez parlé d'études. Bon, nous on a fait effectivement. Alors je voudrais juste revenir quand même parce que malgré tout, au-delà du dialogue social, au-delà de la loi du 6 août 2019, ça nous a quand même permis. Je rappelle qu'il y a eu un accord qui a été signé le 11 juillet 2023, et ça c'était tout simplement des groupes de travail qui ont été mis en place entre les CET, entre les collèges des employeurs et les organisations syndicales. Et ça, on a été, et c'est pour nous historique dans la mesure où il y a eu cet accord qui a été signé, et au-delà de tout clivage gouvernemental et autres, puisque d'ailleurs, en espérant dans les quelques minutes que le projet, enfin la proposition, puisque ce n'est pas sur un projet, la PPL de la PSC soit adoptée. Et ça, voilà. Bon, ceci dit, quand entre le moment où on a signé l'accord et au moment où ce sera peut-être effectif, ça sera 6 ans qui seront passés, puisque des mesures dérogatoires donc, sont effectivement mises en place jusqu'en 2029 pour les contrats en cours. Ceci dit, on sait que pour certains secteurs géographiques, on a effectivement beaucoup travaillé. Et là, on a travaillé avec l'autorité territoriale sur le cahier des charges, sur l'identification, sur les analyses, pour mettre en œuvre effectivement justement les consultations, pour retenir effectivement le futur prestataire, ce qui a été évoqué. On a fait Pastrat, et c'est vrai que ça a été un travail de 6 mois. Donc, notre groupe de travail de 6 mois avec chacun ses contributions. À l'issue de cette contribution, il y a eu effectivement autour de la table, sur les accords, chacun s'est positionné. Chacun s'est positionné. Alors c'est vrai que nous on l'avait fait au stade du niveau d'un centre de gestion, mais le centre de gestion avait ouvert effectivement la possibilité aux collectivités non affiliées de pouvoir bénéficier. Après, on peut comprendre que certaines collectivités, je sais qu'il y a certains collègues ici dans la salle qui ont participé et qui ont dans leur collectivité, ils ont plus de 2000 agents, ils ont leur propre spécificité et leur propre négociation. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, chacun de nous, on devait se positionner aussi sur les orientations de prise en charge, 90, 95%, voire 100% pour certains, en la matière. Une chose qui est certaine, c'est qu'on a abouti, on a avancé. Aujourd'hui, l'autorité a effectivement pris en compte, a anticipé. La collectivité a anticipé effectivement la prise en charge des 50% des frais réels, en l'occurrence, mais le travail de fond qui a été fait, et en termes d'appel d'offres, effectivement, en mutualisant ces accords et ce travail, c'est que ça a permis de faire chuter la participation des agents mensuellement. Et ça a son importance. Donc d'où, effectivement, je rappelle que même si la FAFPT a toujours été opposée au contrat unique collectif, je rappelle qu'on laissait la possibilité aux agents de pouvoir, toujours est-il, effectivement, après, très concrètement, forcément, quand on fait un contrat unique sur un appel d'offres, nous on était sur la base effectivement de 18 000 agents, les coûts forcément bien sûr chutent. Donc ça c'est une chose. Ceci dit, aujourd'hui, le retour qu'on en a, on est déjà à la date anniversaire de la première année et on a mis en place un comité de suivi. Et ce comité de suivi, aujourd'hui, il sera par alternance à la présidence, une année par les employeurs, une année par les organisations syndicales. Et c'est vrai qu'en toute transparence, si nous on a la chance, donc j'ai bien dit tout à l'heure que même si le 6 août c'était négatif, mais on est dans son écriture et dans son accompagnement sur les DG surtout. Pas toutes les collectivités puissent suivre le mouvement, ce serait l'idéal, même si on n'est pas dans le monde des bisounours, mais bon, ceci dit, on a le droit d'y croire. Ceci dit, aujourd'hui, le fait que dans la transparence et dans l'accompagnement, et donc les organisations syndicales et les employeurs, sur le suivi sur ce contrat-là, en l'occurrence, fait qu'aujourd'hui, en toute transparence, on va pouvoir être effectivement proactif, je dirais, en la matière. Et ça, c'est très important. Françoise de Concronier, une remarque ?
Oui, je vais revenir sur l'accord du 11 juillet 2023 sur la protection donc, sociale complémentaire. Alors c'est vrai que c'est l'ordonnance de février 2021 qui, sur la négociation collective, qui ouvre une nouvelle culture de la négociation. Mais je voudrais rappeler quand même que cet accord national entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, eh bien, c'est pas prévu dans l'ordonnance de façon explicite. Il n'y a pas de façon explicite la possibilité pour les employeurs territoriaux et les organisations syndicales de faire un accord. Sauf que c'est pas interdit non plus. Donc finalement, ce regroupement finalement organisations syndicales et employeurs territoriaux s'est fait. Et au début, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas cette culture non plus de cette négociation et tout. Et puis progressivement, finalement, en se connaissant mieux, en ayant effectivement tout ce qui pouvait permettre de pouvoir avancer et la volonté vraiment de construire ensemble quelque chose, eh bien, a abouti à cet accord qui est historique quand même, et on espère qu'il y en aura d'autres. Par contre, ce qui est difficile, c'est de voir à quel les délais pour finalement transposer, parce qu'il y a obligation d'une loi, pour transposer effectivement, il n'y a pas eu possibilité d'un projet de loi déjà, donc le gouvernement allait à reculons quand même, donc ça a été une proposition de loi, donc il y a eu tout un travail pour qu'il y ait cette proposition de loi, et puis qui a été votée au Sénat, mais après pour la mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est encore des difficultés, et finalement, voilà, ça aboutit là, et ça aboutit aussi, finalement, je pense qu'elle a été votée, c'est ce que tu disais, Christophe. Voilà, bon. et bien votée. D'accord, très bien. Merci pour cette information. Merci. Parce que j'ai cherché en même temps pendant la table ronde, mais je n'arrivais pas à trouver. Voilà, promulgation. Voilà. Mais il y a eu tout un délai très contraint, mais qui ne dépendait pas de nous, pour permettre effectivement de faire avancer cette proposition de loi, qui permettait simplement de transposer cet accord. Et alors maintenant qu'elle est votée, il va y avoir la promulgation, mais il va y avoir des décrets. Et le problème, c'est que les décrets, il va falloir, à mon avis, pousser pour que les décrets soient pris rapidement. Voilà. Je rappelle quand même que depuis le 1er janvier 2025, il y a l'obligation quand même pour les employeurs de mettre en place une participation financière en matière de prévoyance pour l'ensemble des agents publics. Donc voilà. Alors, donc avec beaucoup de retard par rapport au délai, mais Pascal de Repart en parlait tout à l'heure parce qu'il y avait effectivement l'accord qui a été signé en 2023, mais il y a eu toute l'élaboration avant, donc ça a mis beaucoup de temps. On espère que ce premier accord aura subi toutes les difficultés, les résistances et tout, et que suivra un autre accord, parce que je pense qu'il faut continuer dans cette nouvelle culture de la négociation et du dialogue social qui paraît très, très important. Si je peux me permettre, je voudrais bien revenir sur les lignes directrices de gestion, les LDG, parce que je suis assez d'accord, moi, avec sur la façon dont effectivement les lignes de gestion, directrices de gestion sont faites à Strasbourg, parce que si c'est bien conçu comme d'abord en amont, en préparation effectivement de ces lignes de gestion, avec des échanges avec les représentants syndicaux, etc., même si c'est de la responsabilité de l'employeur, je sais bien, et tout, eh bien c'est déjà aussi du dialogue social sur des sujets qui sont importants. Elle a évoqué certains sujets, et puis il y a les sujets de prévention aussi, d'usure professionnelle, d'absentéisme, et tous ces sujets, si on ne les traite pas ensemble, eh bien on ne peut pas réussir. On peut pas réussir. Donc je pense que c'est important, mais c'est parce que effectivement les employeurs ne s'en saisissent pas forcément tous de la bonne façon, que à partir du moment où les lignes de gestion apparaissent comme une contrainte et une obligation simplement, c'est pas un outil opérationnel. C'est comme pour le document unique, c'est comme pour le RSU aussi par rapport au fait de remplir ce document. Voilà, donc l'important c'est effectivement de voir l'utilité de ce qui doit en résulter pour permettre effectivement d'avancer. Si on pense que c'est pas utile, ça n'aura pas d'efficacité, quoi. Voilà.
Alors il y a des négociations locales qui peuvent être très chronophages, mais qui, portées par l'ensemble des partenaires, administrations, associations, partenaires sociaux, peuvent être considérées comme novateurs et bienfaitrices pour les agents concernés. C'est le cas des agents santé génicaux qui ont été adoptés à Strasbourg et à son eurométropole dans le cadre d'un plan d'action en faveur des collègues féminines. Autant de travail, des mois et des mois de négociations, de travaux, et malheureusement, la justice administrative, en première instance, fait rase de tout ce travail. Là aussi, Marianne Moller, un retour d'expérience sur ce sujet. Oui, alors ça a été un sujet d'innovation sociale qui est parti d'une impulsion politique très forte, sur lequel il y a eu effectivement une résolution du Conseil sur le fait de se positionner au plan politique sur la question de la meilleure prise en charge de la santé des femmes au travail. Alors la santé des femmes au travail à Strasbourg, c'est 3600 collègues directement concernés. Et donc la mise en place d'un dispositif qui était un dispositif très complet en fait, d'accompagnement des femmes dans leur vie au travail, qui ne s'arrêtait pas aux problématiques d'endométriose que certains avaient déjà posées, qui allait aussi autour des sujets par exemple de ménopause, de préménopause, d'accompagnement vraiment à toutes les étapes de la vie professionnelle, et qui s'est traduit effectivement par un dispositif de congé menstruel, donc d'ASA, d'autorisation spéciale d'absence santé gynéco, mais qui s'est également traduit par un plan de formation qui a été proposé sur des formats très très courts, mais pour lesquels on a pu toucher 500 managers et plus de 40% de managers hommes qui ont aussi très activement participé à ce dispositif. Et je précise simplement que ce plan de formation, il était très réussi parce qu'il était sur la base du volontariat. Et donc on n'a forcé personne à venir, et on a eu massivement des collègues qui se sont intéressés à ce sujet, et ça a vraiment contribué à poser l'intime dans l'agenda social, dans le débat social de l'Eurométropole, et justement en travaillant beaucoup sur la question des frontières et des limites. Où est-ce qu'on s'arrête, comment est-ce qu'on aborde le sujet, et qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on ne pose pas. Sur la construction, là aussi, c'était vraiment un travail extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant, parce que la commande de nos élus, c'était il faut travailler le dispositif pour qu'il soit acceptable, et donc il faut le travailler en dimension partenariale. Et donc ça a été un sujet. Alors ça a été un sujet sur lequel on a beaucoup débattu, où les positions étaient très différentes, parfois très divergentes. Et je me rappelle notamment d'une instance qui a été présidée par nos élus RH et qui était très intéressante, dans laquelle il y avait les organisations syndicales, mais également les représentants de l'administration, un certain nombre de collègues concernés par les sujets d'égalité professionnelle au travail. Mais on avait également élargi à la médecine du travail, et on avait également élargi aux acteurs de l'égalité professionnelle, mais sur le terrain, donc en ayant convié des associations féministes aussi à ces échanges. Et donc vraiment des échanges extrêmement nourris, de débats entre le médecin du travail, les associations féministes du territoire, sur la bonne prise en compte ou pas des sujets de santé des femmes au travail. Où est-ce qu'on s'arrête? Quelles sont les responsabilités de l'employeur? Qu'est-ce qui ne doit plus être fait? Faut-il médicaliser la question de ce dispositif? Bref, des débats extrêmement riches et extrêmement nourris, et qui ont vraiment embarqué aussi un certain nombre d'acteurs. On a embarqué aussi de fait les gynécos du territoire, puisque les médecins gynécologues devaient participer au dispositif de fait, puisque le dispositif d'ASA n'était ouvert que sur prescription médicale spécialisée. Bref, un sujet qui a fait un peu le buzz au niveau local, dans la sphère ici, mais également on a eu un certain retentissement national. Et donc effectivement un dialogue social, oui, dialogue managérial aussi, très important, et puis un dialogue partenarial vraiment riche sur ces sujets. Et je crois qu'on a été nombreux aussi à mûrir le sujet en chemin, et donc c'était aussi très très intéressant, y compris dans les collectifs et dans ce que ça a dit du rapport au travail aujourd'hui. Alors entre-temps, bien sûr, on s'est fait casser, comme tout le monde, donc par le tribunal administratif. On a fait appel, on est allé en cours administratif d'appel. Et ce qui était intéressant, c'était que les organisations syndicales nous ont remercié d'avoir fait appel, en disant, vous lâchez pas le morceau, vous y croyez vraiment, vous êtes sur un dispositif sincère et authentique. Je reprends les termes qui ont été établis tout à l'heure. Alors bien sûr, on a reperdu en appel. Alors perdu, parce qu'on m'a dit non, c'est que le référé qui est perdu, il y a encore une petite histoire. C'est vrai, on n'a pas perdu, on a perdu sur le référé, il restera le jugement au fond, mais malheureusement, on ne se fait pas beaucoup d'espoir sur le jugement du fond. Soyons honnêtes sur la suite. Pascal de Repas, une observation sur ce dispositif.
plus qu'une observation, une intervention, puisque bon, on a eu l'occasion aussi de notre côté d'intervenir, de saisir la DGCL et même au niveau de certaines instances sur lesquelles on a fait notre déclaration liminaire, je dirais, sur les propos, parce que d'abord, cette décision, elle a nié totalement la réalité médicale et sociale vécue par les agentes. Donc ça, c'est quand même un fond, c'est un problème, vraiment un problème de fond. Je dirais ainsi, voilà. Alors, ok, on a bien compris dans les réponses, puisqu'on a vu sur le dernier courrier de la circulaire qui a été adressée aux préfets, aux les différents préfets, d'être attentifs par la DGL, donc que si certaines dispositions de ce genre étaient mises en œuvre, il fallait s'y opposer. Bon, là, c'est quand même assez fort de café. Pourquoi aller au fond des choses, sachant que il faut juste, bon, d'abord, d'une part, je dirais aujourd'hui, ça a vidé totalement le sens de cette initiative. Je dirais, en fait, on a essayé de vider, parce que bon, c'est bien de, et je vous en félicite, et au contraire, vous avez tout notre soutien et on accompagnera. Et je pense que même dans l'ensemble des OS, on a eu cette démarche, hein, donc une démarche commune, parce que on va venir sur l'égalité femmes-hommes. Je dirais, bon, de toute manière, dans le traitement, que ce soit dans les sujets, je dirais, dans ces types de sujets-là, et dans la partie du dialogue social, en général, si on n'aborde pas ce type d'aujourd'hui de sujets et de mettre en place aujourd'hui les outils nécessaires pour accompagner, et on parle de santé. On parle aujourd'hui, voilà, et c'est reconnu en la matière. Donc, je pense que de plus, comme vous l'avez effectivement précisé, si vous avez des experts et donc justement des médecins qui sont aujourd'hui reconnus en la matière pour ce positionnement-là, quel est le risque? Au contraire. Et la vraie question, je dirais, par rapport à cela, c'est dans notre symbolique, aucun recul. Il faut y aller. Et il faut continuer, je dirais, voilà, donc pour qu'on soit cohérent, ne serait-ce que dès le départ, nous avons été, il y a quelques années, avec Bruno Collignon, donc signataires, je dirais, sur justement l'égalité femmes-hommes, et c'était tout dans ce sens-là. Voilà. Et ça, en tout cas aujourd'hui, ce qui est navrant, c'est que la décision qui a été prise n'a pas tenu compte de la santé des agentes. Bien sûr. Juste un mot. Oui, parce que bien sûr, je suis complètement solidaire des dispositifs qui se mettent en place sur ce sujet. Mais ce que je voudrais dire de façon plus globale, c'est que la question de la santé des femmes est évaluée au prisme de la santé des hommes. Et que il y a eu un rapport du Sénat d'ailleurs qui était assez complet et très intéressant sur le sujet. Et donc, il faut faire évoluer la question de la santé des femmes, quoi, et de faire en sorte qu'elle soit étudiée d'une autre façon que c'est avec les critères, avec les lunettes de genre, que la santé des femmes est évaluée. Et c'est vrai que, et même quand une femme a certains symptômes, ils sont pas évalués de la même façon que les hommes. Et donc c'est minimisé quelquefois et tout. Et c'est comme ça qu'effectivement, il y a plus de femmes qui meurent d'infarctus et tout il ne serait possible si les symptômes avaient bien été évalués à temps, quoi. Donc la question de la santé des femmes est un sujet vraiment qu'il faut mettre à l'ordre du jour pour que ce soit vu avec un autre prisme que celui de la santé des hommes. Merci. Alors, sans transition, bien que, hein, on l'a vu tout à l'heure, Frédéric, vous avez précisé l'importance et le regard que vous portiez sur le RSU. Petite précision par rapport à votre intervention précédente? Oui, merci Jean-Michel. Sur le rapport social unique, hein, je faisais part de mon enthousiasme sur cet outil qui permet la concertation. Il y a par exemple des sujets sur lesquels les collectivités ne se saisissent pas, la question de la pyramide des âges, et notamment après en lien avec les métiers en tension. On sait qu'il y a des collectivités qui vont connaître des départs massifs à la retraite dans certaines directions. Ce sont des problématiques qui sont le reflet aussi du RSU. Et là aussi, moi, je pense qu'on est sur des sujets d'approche facile, des sujets ouverts, sur lesquels il faut qu'on travaille. Dans les métiers en tension, je sais que dans les collectivités du sud de la France, pour parfois des compétences obligatoires, je pense à la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, nous avons de vraies difficultés pour trouver des collaborateurs, quels que soient les niveaux de qualification. Je sais que certains territoires de France ont du mal à trouver du personnel qualifié en petite enfance. Voilà, ce sont des sujets, moi j'invite vraiment l'ouverture des échanges, ce sont des sujets ouverts qui devraient rapprocher les partenaires. Alors, sur le RSU au niveau local, hein, c'est indigeste
c'est illisible, c'est incompréhensible, donc c'est une bonne chose. Non, mais si on est formé, oui, mais en regard local, c'est un document complexe. Ça amène beaucoup de choses, mais c'est très lourd et plutôt indigeste. Mais ce que je voulais dire plutôt là-dessus, pour rebondir aussi sur le sujet précédent, c'est que c'est très bien qu'on ait mis en place ce document, qu'on ait mis en place des indicateurs derrière. Il faut se méfier aussi à un moment donné que le fait qu'on soit content d'avoir d'un indicateur ne soit pas non plus l'arbre qui cache la forêt. Pour reprendre l'exemple sur l'égalité homme-femme, on est maintenant tout content d'afficher notre index d'égalité homme-femme, alors on est plus ou moins bon que les copains, machin, tout ça, etc. Très très bien, et on se dit, on a atteint l'objectif égalité homme-femme, regardez nos lignes directrices de gestion, c'est bon, on est raccord, on a la valeur qui va bien. Sur ce sujet-là en particulier, pour rebondir sur le sujet précédent, on a fait une étude, nous, la FAFPT, au sein de notre collectivité, où on a consulté les femmes encadrantes. On a fait un questionnaire sur le sexisme ordinaire au travail. Il y a un peu de travail encore. Il y a vraiment un peu, voire beaucoup de travail. Donc l'index est bon, la vraie vie est moins bonne. Et ça vaut pour les autres indicateurs. L'indicateur est peut-être bon, mais la vie qui va avec derrière, elle n'est peut-être pas aussi bonne que ça. Donc il y a un vrai travail sur ce rapport-là à continuer à approfondir avec des vrais éléments qualitatifs, je pense. Françoise, vous avez le micro, RSU. Oui, pour rebondir juste là, effectivement, le quantitatif ne suffit jamais. Il faut toujours avoir le plan qualitatif parce que sinon c'est pas satisfaisant, hein, quels que soient les domaines de toute façon. Oui, le RSU, on est en train d'y travailler, nous, dans la formation spécialisée numéro 1 du Conseil du CSFPT. On étudie le bilan de la mise en œuvre du RSU pour essayer d'en améliorer effectivement les indicateurs, les données, etc. et tout, et de voir un petit peu ce qui peut permettre à la fois de sensibiliser les élus aussi à bien le remplir, ou à le remplir tout simplement, parce que certains ne le remplissent pas, et à sensibiliser sur le fait que c'est normalement un document utile. Et qui en même temps est un sujet, parce qu'il y a plein de données, qui est un sujet de dialogue social. Parce que c'est l'état de la collectivité, c'est le diagnostic, en quelque sorte, qui permet ensuite d'avancer vers des perspectives d'amélioration. Donc, je pense que c'est un document qui est très important. Donc, nous, on est en train d'y travailler. Normalement, au printemps, on devra avoir terminé et rendre notre copie, en quelque sorte. Mais c'est vrai que la question des données est importante. Et la question des données, de façon générale, est importante, pas simplement au sein du RSU, parce que et des données qui, finalement, permettent d'être comparatives sur des années antérieures et donc de ne pas modifier non plus les différentes données pour qu'il puisse y avoir un suivi, des cohortes aussi, qui puissent être faites, puisque c'est aussi de cette façon-là qu'on travaille le mieux. Donc, moi, je défends à fond le RSU. D'ailleurs, on a fait beaucoup d'auditions, et on a auditionné notamment un président de centre de gestion qui, effectivement, milite beaucoup et sensibilise beaucoup les employeurs de son département pour qu'ils remplissent le RSU, parce qu'il essaie de convaincre que c'est un outil performant, même s'il peut être amélioré, mais c'est un outil performant qui permet de connaître et puis de déboucher ensuite, y compris sur les lignes directrices de gestion. Voilà, tout est. Il faut avoir une vision globale et voir tout ce qui est interdépendant. Et c'est aussi comme ça que finalement on arrive à avoir des perspectives qui permettent d'améliorer, mais dans la transparence et le dialogue. Et ça, ce sont des outils de dialogue aussi, le RSU. D'ailleurs, obligatoirement, ça passe au CST. Donc voilà, mais il ne faut pas simplement que ça passe de façon formelle en CST, il faut que ça se travaille aussi de façon à échanger sur le sujet. Merci Françoise, l'heure passe très très vite, il est 11h03, on a presque dépassé le temps qui nous était alloué
pour cette table ronde dans le cadre des forums des syndicats. Christophe ne vous voudra pas, mais on a sauté toute sa partie. Il voulait nous parler de sa schizophrénie de représentant des personnels tout en étant employé en responsabilité de cadre dans la collectivité. Cette double casquette aurait été intéressante, mais malheureusement, le temps nous a échappé. En tout cas, au nom de la Fédération autonome, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont accepté de participer à cette table ronde. Je remercie également le public nombreux venu assister à ces travaux. Merci à vous, Marianne, d'être venue d'aussi loin. On me dit 3 lignes de tramway. Merci Frédéric Jouve. Vous repartirez chez vous rejoindre le pays des moustiques. Merci à notre grand témoin pour la qualité de vos propos. Et on a bien compris que le dialogue social était important pour le CET que vous représentez aujourd'hui. Merci à mes collègues de la Fédération autonome, merci à vous tous et bon fin de TS à tous. Merci.